L'hoplite est un guerrier qui nous fait tous rêver, fasciner, frissonner. Dans son armure étincelante avec ses frères d'armes, il arpente le champ de bataille tel un héros. Sa puissance, sa bravoure a fait trembler toute la Grèce d'avant notre ère. Mais d'où vient l'hoplite? Comment a-t-il émergé en Grèce antique pour rester dans la légende? Installez-vous bien, prenez une bonne petite bière, c'est offert par la maison. Bienvenue à la taverne. Après des temps bien difficiles qu'on appelle souvent le Moyen-Âge grec, l'art de la guerre est très simpliste et n'est que poussière. Aucune stratégie, aucune formation, seulement des escarmouches pour régler ses comptes entre cités. Les guerriers sont souvent en petits groupes, portant tous une grande variété d'armures, de casques et d'armes. Les batailles ne sont que très souvent une somme de combats individuels entre Grecs, de duels à l'image de celui entre Hector et Achille dans la fameuse guerre de Troie. Quand certains sont experts dans l'arc et la lance et mitraillent à distance, d'autres se ruent sur l'ennemi avec leur épée et bouclier. La guerre dans sa plus pure simplicité. À la recherche d'une identité, la Grèce traverse alors une période qu'on qualifie souvent de renaissance. Des communautés grecques avec de solides liens identitaires et culturels vont alors se former, ce qui aboutira à l'apparition du polis, autrement dit des cités-États constituées d'un véritable corps civique. Des sanctuaires, symboles d'un renouveau architectural, seront fièrement bâtis sur les collines de Grèce pour clairement délimiter l'espace et élaborer des frontières sacrées entre cités grecques. Tous priant pour un même panthéon, la location des sanctuaires dans les campagnes loin des villes va davantage renforcer les liens du groupe grâce à des processions collectives qu'on y effectue depuis la ville. D'un autre côté, la réapparition de l'écriture conduit à une diffusion des textes homériques, ce qui va donner à chaque communauté un passé mythique, commun, ainsi que des héros fondateurs. Chaque cité a ses propres valeurs et chante les exploits de leurs illustres ancêtres des temps héroïques. Un culte des héros se met en place. Des offrandes sont déposées sur d'anciennes tombes mycéniennes que l'on pensait être celles de héros légendaires. Les polis ont chacun leur propre histoire et identité qu'il ne faut pas bafouer. Une violation des frontières de la cité porte ainsi grave atteinte à la police, à la fois dans le sens de territoire et de communauté civique. C'est donc à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ que commencent à se former, à émerger des véritables centres urbains autour desquels se forment des polices. Au cours de l'époque archaïque, l'oligarchie est roi et n'hésite pas à affaiblir ses voisins en organisant des razzias. La Grèce dominée par les aristocrates est impardonnable et agresse quiconque montrant un quelconque signe de faiblesse. La cité fortifiée est très rarement attaquée au risque de subir de grosses pertes, mais les terres agricoles aux alentours, quant à elles, sont des cibles parfaites pour une attaque surprise et des escarmouches. Les pillages des terres paysannes organisés par les plus riches sont donc assez courants et réduisent à néant le travail acharné des gens de la terre. Mais c'est bientôt ceux que l'on pensait les moins à même de se défendre qui vont devenir les ennemis, les plus coriaces et les plus redoutés. Voulant protéger leur territoire et éviter cette ignoble pratique aristocratique des razzias, les paysans vont se transformer en véritables soldats paysans, à l'origine même de l'apparition des mythiques hoplites. Le paysan n'a pas de temps à perdre, les récoltes n'attendent pas. Dès que l'ennemi approche, il s'aligne donc pour régler les comptes le plus rapidement possible, le tout en moins de 2 heures. Ah, je vous l'ai dit, ils ont une chose à faire, ils ont d'autres priorités, manger à leur faim. Face aux pilleurs, une défense collective est donc organisée et tous se soutiennent coude à coude. Ils se battent donc en rang avec leurs lances et boucliers, hurlant comme des bêtes pour terrifier l'opposant. Plus tard, pour leur protection personnelle, certains vont privilégier une armure plus lourde. Ce qui va d'abord être singulier va ensuite devenir la norme en Grèce antique avant notre ère. Les escarmouches et attaques rapides se vont ainsi de plus en plus rares et les phalanges vont lentement faire leur apparition. Avec des équipements aussi lourds pour éviter d'être isolés, les guerriers se sont instinctivement reposés sur leurs frères d'armes et se sont ainsi naturellement rapprochés pour former la légendaire phalange qui dominera les terres grecques. Les soldats paysans vont donc évoluer jusqu'à devenir l'hoplite qu'on connaît aujourd'hui dans l'imaginaire collectif au 7e siècle avant Jésus-Christ. Tout y est, la lance d'Esto, le haume, le corset plat, les cnémides ou jambières, le bouclier rond à double prise et surtout la fameuse phalange compacte marchant au rythme de la mélodie jouée par le joueur de l'os. Les équipements si chers à l'hoplite, la lance, le bouclier dans toute sa splendeur, le casque et l'armure sont en réalité déjà en nombre depuis 800-700 avant Jésus-Christ avec l'émergence des cités grecques. Mais l'hoplite n'apparaît qu'un siècle plus tard, vers 650 avant Jésus-Christ, pour une raison très simple. La découverte du fer permet de rendre
les équipements plus accessibles. Ainsi, les paysans les plus riches vont enfin être capables de défendre leur contrée. Je dis bien les plus riches, car oui, l'équipement est entièrement payé par le soldat. Est-ce que vous pensez que le petit cultivateur du coin, il peut se permettre d'acheter une panoplie d'armes qui pèse de 20 à 30 kg? Je ne pense pas. Le fer, certes moins cher que le bronze, permet de rendre l'équipement plus accessible, mais ce n'est quand même pas offert à tous. La panoplie dans certaines cités est d'ailleurs offerte aux orphelins de guerre, ce qui était un dédommagement assez conséquent, car l'équipement complet coûtait à peu près 100 drachmes anciens. Et c'est une petite fortune. Pour vous donner une idée, une drachme vers cette époque valait à peu près 25 $ d'après des études en 1990. Avec l'inflation, une drachme ancienne devrait valoir dans les 50 $ aujourd'hui. Et donc si on fait le calcul, ça nous donne approximativement 4400 € pour un équipement complet d'hoplite. En sachant qu'un paysan expérimenté ou un soldat pouvait gagner à peu près une drachme par jour, une centaine de drachmes équivaut donc à 3 mois de revenus. Ça fait quand même de sacrées économies pour un homme ordinaire afin de se procurer la panoplie hoplitique. En pratique, chez les paysans, seuls les propriétaires de plus de 5 hectares pouvaient se permettre de devenir hoplites. À travers la Grèce, une nouvelle classe de paysans plus riches commence donc à prendre une toute autre dimension. Ce ne sont plus seulement des simples paysans, ce sont des vraies machines de guerre qui ont désormais leur mot à dire dans les décisions collectives. Ce sont eux qui décident de la guerre ou de la paix. Mais comment la réforme hoplitique a réellement révolutionné l'art de la guerre? Ce sera pour une autre fois. Si la vidéo en question est déjà sortie, elle s'affichera juste ici. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Posez un petit like si ça vous aura plu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous. Peace.